Bonjour et bienvenue à cet entretien avec l'animateur et journaliste scientifique Yannick Villedieu. Mon nom est Anne-Josée Cameron et c'est moi qui vais avoir le plaisir de m'entretenir avec M. Villedieu au cours de la prochaine heure, au cours de cette rencontre présentée dans le cadre, c'est le cas de le dire, des grandes rencontres de l'Institut canadien. On me demande d'ailleurs d'entrée de jeu de vous rappeler qu'il va y avoir une période de questions à la fin de l'entretien, également une séance de signature et on remercie la librairie Cherbourg d'ailleurs d'être là. Yannick Villedieu, c'est une voix reconnaissable entre toutes, une voix qui nous guide depuis des années à travers les méandres des découvertes scientifiques de notre époque. Journaliste scientifique, animateur d'une des émissions phares de Radio-Canada pendant 35 ans, les années-lumière, il a été une voix qui nous a bercés, qui nous a appris bien des choses, une voix qu'on a entendue bien sûr à la radio. Également, on l'a entendu à la télévision aussi, parfois, et on l'a lu, parce qu'à travers cette carrière très prolifique, Yannick Villedieu a également signé de nombreux articles scientifiques pour la revue L'Actualité, ainsi que des ouvrages, nombreux aussi, qu'il a publiés au cours des années, des ouvrages concernant bien sûr la médecine et la science. On pense d'ailleurs, bon, bien sûr, Le Deuil et la lumière dont on va parler, L'Oiseau rare, un conte jeunesse, Parlons science, Bonjour la science, si je ne vous débaptise pas. Donc, vraiment, c'est l'occasion de le lire. Il est aussi récipiendaire de nombreux prix de journalisme. Il a reçu en 2020 le prix hommage Judith Jasmin, ce qui n'est pas rien. Également un doctorat honoris causa en 2005. Il a été fait chevalier de l'Ordre national du Québec en 2008 et officier de l'Ordre du Canada en 2020. Depuis 2017, depuis sa retraite, on le connaît également comme artiste, puisqu'il est monté sur scène. Il a foulé les planches pour nous présenter du Big Bang à la double hélice ou encore Lettres biologiques et Amour interdite, où il incarne le frère Marie-Victorin. À travers toutes ces activités, il a une cabane à sucre, des poules, on pourrait presque dire une ferme, j'ai entendu dire que vous aviez des moutons aussi, un énorme potager, des passions pour les voitures anciennes. Il continue bien sûr de s'intéresser à la science. Il a publié en 2021 Le Deuil et la lumière, une histoire du sida, dont on va parler bien sûr au cours de la prochaine heure. Donc, je vous prie avec beaucoup de plaisir d'accueillir chaleureusement Yannick Villedieu. Alors, Yannick Villedieu, parlez-nous de vos origines, parce que ça s'entend à peine, mais on voit que peut-être vous avez dû, comme l'oiselle dans votre oiseau rare, dont on parlera plus tard, traverser des océans et entamer une grande migration. Oui, je suis français d'origine. J'ai étudié à l'école de journalisme de Lille et en 1968, les hasards de l'après-mai 68, juin 68, c'était moins le fun. Juillet, c'était vraiment un peu plate. Les vieux, genre 70 ans et plus, nous regardaient en disant « on vous a bien eu les petits mecs, les petits jeunes ». Et donc j'ai eu l'occasion, tout à fait par hasard, de venir faire ma coopération. Parce qu'à l'époque, je devais faire un service militaire de 16 mois, je crois. Et donc en 68, tout à fait par hasard, je reçois une lettre du ministère des Armées qui me dit « Vous avez demandé de résilier votre sursis, il faut vous signer ça tout de suite ». C'était au mois de juillet 68. J'ai dit « Parfait, je vais me débarrasser de la corvée du service militaire parce qu'il fallait qu'on fasse 16 mois dans l'armée. C'est vraiment pas très drôle. Et je vais aller coopérer quelque part pendant un an et pendant 16 mois. Et ce quelque part, par hasard, je ne savais pas, c'est avéré être le Québec, la ville de Québec, dont je suis immédiatement tombé amoureux. C'était le 14 septembre 1968. Je me rappelle, j'ai trouvé des amis que j'ai encore à l'époque, qui étaient au ministère de l'Éducation, au service d'information. En tout cas, il y avait toute une bande d'amis, très joyeux, très heureux. C'était une fête permanente. On allait beaucoup à la terrasse de la Nouvelle-France, qui est un café sur la rue où il y a des artistes l'été, à la rue du Trésor. Oui, la rue du Trésor. On vivait à Québec et moi j'étais fasciné j'ai tout de suite été fasciné par l'effervescence culturelle, politique, artistique du Québec. Alors en France, nous, on s'était fait un peu éteindre
en juin 68 par les vieux qui avaient gagné, qui avaient regagné le pouvoir. Et j'arrive ici et c'est une effervescence, la chanson, la littérature, la poésie, c'était extraordinaire. Donc je suis tombé amoureux du Québec et je suis resté. Voilà. Comme par exemple, est-ce que vous avez développé des passions de longue haleine pour certains artistes ou certains textes? Tout de suite, ben oui, tout de suite ça a été... Alors, il y a plusieurs fascinations. D'abord, la chanson. Là, j'essayais d'apprendre Vigneault. J'essayais de comprendre Charlebois. Écoutez, pour un Français, c'est assez dur. Ça prend tout pour rentrer sa carte de punch dans le slot de la cloque. Faut le faire. J'ai réussi à comprendre, peut-être pas à le dire comme il fallait. J'ai découvert aussi les sacres. Alors ça, c'était extraordinaire. J'essayais de sacrer, mais je sacrais comme un Français, donc ça faisait rire beaucoup des gens, mais j'ai pris l'accent petit à petit. En tout cas, il y avait donc le mariage avec le langage qui était extraordinaire. Il y avait un poète fabuleux qui s'appelle Pierre Morancy, que j'ai découvert à l'époque, qui pour moi a été une révélation incroyable. On vient de publier son intégrale de Pierre Morancy. Et ça me fait penser à sa passion pour les oiseaux aussi, Ben qui oui, peut être un clin d'œil dans votre livre. J'ai fait un clin d'œil parce que Pierre Morancy a fait beaucoup de poèmes, mais il a fait surtout 3 livres extraordinaires. L'œil américain, je ne me suis pas des 3 titres, mais sur l'observation des oiseaux. C'est un grand observateur d'oiseaux. Ce sont des livres de sciences naturelles, si vous voulez, écrits par un poète. Et d'ailleurs, dans mon spectacle de textes scientifiques, j'ai un extrait de Pierre Morancy parce que c'est un poète scientifique, en tout cas, bref. Donc j'ai découvert tout ça, et c'est ça qui m'a attaché au Québec. Ça, et les gens, les hommes, les femmes du Québec, dont je suis tombé amoureux. Il y avait quelque chose d'extraordinaire, et notamment dans le Québec. Ça reste ma ville. Est-ce que vous avez commencé votre carrière en journalisme à Québec même? Alors, à Québec, j'étais au service d'information du ministère de l'Éducation. Et au bout d'un mois, le directeur de l'information me dit... D'abord, quand on est arrivé, c'était au mois de septembre, il dit lisez ça, puis on va revenir, on en parlera un peu plus tard. Il me donne le rapport par an. Disons que c'est pas très excitant comme littérature, mais on regarde le rapport par an. Puis un peu plus tard, il me dit au mois de décembre, ça a l'air qu'on a créé une nouvelle université, il faudrait peut-être écrire un communiqué de presse là-dessus. Va donc voir en haut les gars qui s'en occupent. Alors moi, en France, la dernière fois qu'on avait créé l'université, c'était probablement en 1452. Et tous les responsables d'université étaient des très vieilles barbes. Maintenant, je peux parler des vieilles barbes parce que, comme j'en suis une. Alors je monte au 3e étage et je rencontre les 2 personnes qui étaient un peu les leaders de cette nouvelle université du Québec. Ils avaient 30-32 ans, Pierre Martin et l'autre Martin, en tout cas, bref. J'étais sidéré. Et ils me disent, écoute, c'était au mois de janvier 69, on ouvre les universités en septembre, à Montréal, à Trois-Rivières, à Chicoutimi. T'embarques avec nous. Et là, j'ai embarqué, et là, je suis tombé amoureux de l'Université du Québec, où j'ai travaillé pendant plusieurs années, donc comme agent d'information. Puis comme journaliste, ça s'est fait un petit peu plus tard, quand j'ai commencé à travailler à Québec Science, justement parce que l'Université du Québec avait racheté, probablement pour $1, Québec Science, le jeune scientifique qui a été transformé en Québec Science en 69. Et là, c'est là que j'ai fait mes premiers articles qui m'ont fait découvrir le journalisme scientifique. Et lorsque vous avez fait vos études à Lille, vous n'aviez pas une spécialisation en journalisme scientifique. Donc, vous vous êtes lancé. Est-ce que ça a été un coup de foudre immédiat? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le journalisme scientifique? Oui, parce que donc, Québec Science me demande de faire... j'avais fait en 74, j'ai travaillé à la Super Franco-Fête, qui a été quelque chose de fabuleux. J'étais au service de presse de la Super Franco-Fête, et après la Super Franco-Fête, je me repose, je suis au chômage, et Québec Science me demande de faire 2 articles à la pige, et sur ce qu'on appelait à l'époque les maladies vénériennes, qu'on appelle aujourd'hui les infections transmises sexuellement, et l'autre, c'était sur l'alcoolisme. 2 sujets qui étaient scientifiques, qu'est-ce que la molécule d'alcool fait à la cellule du foie, mais qui sont évidemment des sujets
humain, De société. de société, etc. Et j'ai eu vraiment le coup de foudre, oui, pour le journalisme scientifique tel qu'on le faisait à Québec Science, c'est-à-dire un journalisme qui ne fait pas seulement l'éloge ou la description de la science et des grandes découvertes de la science, mais qui regarde la science un petit peu comme Fernand Seguin commençait à le faire à l'époque, avec un certain recul, avec un esprit critique, en disant oui, la science, il faut expliquer la science, mais la science, ça se discute, ça s'explique, ça a des intérêts. C'est une activité humaine comme les autres. Et c'est ça qui a été intéressant dans Québec Science. Ouais. Vous mentionnez Fernand Seguin. Quelles ont été les rencontres importantes sur votre chemin? Ah ben, Fernand Seguin, bien sûr. C'est on l'appelle tous c'est le père de la communication scientifique au Québec. Et moi, je l'ai rencontré un petit peu plus tard, quand je travaillais à la télévision de Radio-Canada en 78, à peu près, ouais, 77-78, où Fernand était devenu un chroniqueur. Et ensuite, je l'ai côtoyé quand il était à l'émission de radio où j'ai embarqué en 82, qui s'appelait à l'époque Aujourd'hui la science, qui est devenue Les Années-Lumière. Et Fernand, ça a été... j'ai un souvenir formidable. Je m'en vais pour la radio faire un reportage aux États-Unis sur les nouvelles découvertes pour le traitement du cancer. Et je reviens tout excité. Et ils ont trouvé à Boston, ils ont trouvé ça. Ils ont trouvé comment marchait la truc. On va pouvoir faire ça et tout ça. Et Fernand me regarde et dit, c'est bien, mais tu sais, des choses comme ça, il y en a déjà eu il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Alors, il faut, oui, c'est bien de s'enthousiasmer, mais pense que le cancer, c'est compliqué. Et que c'est pas demain qu'on va trouver la solution. Et je trouvais ça bien parce que, évidemment, comme jeune journaliste, tu rencontres des scientifiques et tu dis, wow, c'est formidable, ils ont fait des découvertes. Et lui nous disait, oui, c'est important. C'est évident que ça marche comme ça, la science, ça marche par l'enthousiasme des chercheurs. Mais en même temps, il faut toujours garder un certain recul, et notamment dans les domaines de santé. On voit qu'aujourd'hui, le cancer, c'est toujours pas réglé. C'était plus facile d'aller sur la Lune que de vaincre le cancer. C'était aussi simple que ça. Mais Fernand, ça a été ça beaucoup. Et on l'aimait beaucoup, on l'appelait entre nous le professeur. C'était un personnage magnifique, qui avait un humour, une culture, une gentillesse aussi avec les jeunes journalistes qui étaient formidables. Il nous appelait les petits gars, là. Et nous, on l'appelait le professeur. Et d'ailleurs, dans mon conte L'Oiseau rare, le personnage qui s'appelle le professeur, qui sait tout parce qu'il a lu presque tous les livres, forcément, c'est Fernand Seguin, dans mon souvenir. Dans votre esprit, oui, lorsque vous avez créé le personnage. C'est quelqu'un qu'on a tellement aimé, Fernand Seguin, et qu'on aime encore, et qui continue à avoir son importance dans la communauté des communicateurs scientifiques et des jeunes scientifiques. Il y a une bourse Fernand Seguin qui existe, où les jeunes peuvent devenir, et ceux qui la gagnent sont presque tous journalistes scientifiques ou journalistes après. Lorsque Fernand Seguin a commencé à faire de la radio, il disait que dans les années 50, les connaissances scientifiques de la population en général étaient assez pauvres. Dans quel état étaient donc les connaissances scientifiques dans les années 70 quand vous commencez à faire du journalisme scientifique? Ça, c'est même aujourd'hui. Comment on peut mesurer l'état des connaissances scientifiques de la population québécoise en 2023? Il y a probablement 10 façons de le mesurer qui vont donner 10 résultats. On peut faire un sondage téléphonique qui est à date de naissance de Newton. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que Wikipédia nous le donne tout de suite. Alors, il y a beaucoup de choses. Mais donc, je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de parler de la réception du public, de l'intérêt du public pour les disciplines scientifiques ou pour les connaissances scientifiques. Et je crois que c'est pas si mal que ça, parce qu'il y a quand même une curiosité, un intérêt pour au moins deux grands aspects de la science. La science qui nous fait découvrir des choses magnifiques, l'univers, la structure de l'univers à 3 dimensions. Comme je dis à mes amis et à mon ami astrophysicien qui est là-bas, votre science qui ne sert à rien. Alors, il m'a fait toujours des gros yeux. là, il sourit. Là. Une science qui ne sert à rien, c'est parce qu'elle sert à une chose extraordinaire. Elle cherche à comprendre l'univers. Alors, il y a ce bout-là de la science, qui est toujours la science, et Fernand Seguin disait aussi, la science, c'est aussi fait pour rêver.
Et quoi de plus extraordinaire que l'astrophysique, l'astronomie, les grandes... Et puis l'autre aspect de la science, c'est l'aspect utilitaire de la science. La science, pour guérir le cancer qu'on ne guérit pas, mais enfin, on a fait des progrès fabuleux. Quand j'ai commencé à faire du journalisme scientifique, les petits-enfants qui avaient un cancer du sang à l'âge de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, là, les petits cancéreux, je donnais des ordres d'idées, là. 90% d'entre eux étaient morts 5 ans après. L'espérance de survie 5 ans après était de 10%. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années, c'est plutôt proche de 100%. Ce qui est quand même fabuleux. Mais ça, c'est pas un miracle, on n'a pas sorti ça d'un chapeau, c'est pas l'homéopathie qui nous a donné ça. Ce qui a donné ça, c'est de la recherche scientifique, la recherche clinique, appliquée, systématique, extraordinaire. Alors donc la science, c'est ces deux grands aspects-là, et donc c'est ça qui, je crois, est intéressant. Et donc le public, je crois, est intéressé à ces deux choses-là. On l'a vu avec la Covid, avec la pandémie, la fameuse Covid, il y a eu une demande de compréhension de la science. On n'a jamais vu autant de scientifiques à la télévision raconter des choses tous les jours. Alors il y avait quelques opposants au vaccin ou des choses comme ça, mais globalement, 90% des gens sont allés prendre leur vaccin parce que la science leur donnait ça et parce qu'on l'expliquait au public. Donc ça, c'est sûr. Et puis quand vous faites, on l'a vu récemment avec le nouveau télescope, le James Webb, les premières images sont sorties, ça sort dans les grands médias, ça sort au téléjournal, ça sort dans les grandes activités. Donc oui, il y a un intérêt du public pour la science. Plus grand intérêt, plus grande sensibilité. Très positif là-dessus. Dites-moi, au cours de votre carrière, vous avez suivi plusieurs dossiers. Quels ont été pour vous les dossiers marquants? Le plus marquant, c'est forcément le sida. Bien sûr. Tout à fait par hasard, moi je suis rentré à la radio, donc à l'émission Aujourd'hui la science, qui est devenue Les Années-Lumière, en 82. C'était le début du sida. Et je raconte dans mon livre, d'ailleurs, la première fois que j'en parle à la radio, dans mon émission, c'était pour dire... Il y a une maladie bizarre, il y a quelques nouveaux cas en Californie, on ne comprend pas bien ce que c'est. La seule chose curieuse, c'est que ça frappe toutes les victimes, toutes les personnes qui sont mortes, les quelques personnes qui sont mortes, sont tous des homosexuels actifs, comme on disait. Mais c'est tout ce qu'on peut dire, mais bon, ça ne devrait pas faire grand-chose dans les années qui viennent. Il ne faut jamais faire la boule de cristal quand on est journaliste. Oui. Et donc, j'ai embarqué là-dedans. Et petit à petit, c'est devenu un sujet passionnant. Oui, qui vous a passionné, même au-delà de... Lorsque vous auriez pu vous retirer dans vos terres et tout simplement jouir de la vie, vous avez quand même décidé de nous offrir ce livre, Le deuil et la lumière, une histoire du sida, qui vous a d'ailleurs valu le prix Hubert Reeves 2022, oui. Grand public. Et pourquoi ce besoin, toujours et encore, de comprendre particulièrement le VIH-sida, qui a été une des grandes quêtes de votre travail? Donc, j'ai pris ma retraite en 2017. Et là, qu'est-ce que je fais Puis j'ai dit... J'ai un projet, j'avais depuis 2-3 ans l'idée de dire il faudrait écrire l'histoire du sida. Et surtout, moi, je voulais raconter la chance, le plaisir professionnel que j'ai eu de couvrir cette histoire-là. Tout à fait par hasard au début, quelques cas, ça ne donnera rien. Puis ensuite, tout de suite, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. 1983, et tout à fait par hasard, encore une fois, je suis en reportage à Londres pour la biotechnologie. C'était vraiment la grosse mode à l'époque. Et je rencontre quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Joël de René, qui était de l'Institut Pasteur. Il me dit, Villedieu, un scoop, ça vous intéresserait? Oui, journaliste, pourquoi pas? Oui. Il dit, chez nous, à l'Institut Pasteur, il y a un chercheur qui va publier cette semaine un article sur, vous savez, la nouvelle maladie qu'on appelle le sida. Il semblerait qu'il a trouvé la cause. Je dis oui, intéressant, très intéressant.
Le lendemain, j'arrive à Paris et j'appelle le chercheur en question, tout à fait étonné. Et c'était Luc Montagnier. Et donc, je l'interviewe, j'étais tout à fait par hasard, peut-être un des premiers journalistes à l'interviewer. Était tout timide, en tout cas. Et donc, j'ai eu une série de chances comme ça, de hasard, qui ont fait que petit à petit, le sida a pris une telle place, une telle importance, que j'ai suivi toutes les conférences mondiales partout dans le monde, je suis allé en reportage. Et il faut dire qu'à Radio-Canada, j'avais un support extraordinaire. En 2006, beaucoup plus tard, je vais voir mon patron et je lui dis, c'était en 2005, en fait, je lui dis, l'an prochain, en 2006, c'est le 25e anniversaire du début du sida scientifique, parce que le premier article qui décrit les premiers cas, c'est le 5 juin 1981. 2006, ça fait 25 ans. Il faudrait faire un grand reportage documentaire sur le sida depuis 25 ans, avec mes archives personnelles, puis faire du reportage. Parce que vous avez tout gardé. Dans votre livre, on voit que vous avez gardé, vous les avez gardés à la maison, vous aviez vos coupures de journaux, les articles. Des archives incroyables. Et le patron me dit, oui, ça veut dire quoi en termes de déplacement? Je dis, il faut aller à Paris, c'est là qu'on a découvert le virus. Il faut aller en Californie parce que c'est là qu'il y a eu la grande bataille, effervescence du sida, c'est en Californie, à New York aussi. Alors il faut aller en Californie. Il faut aller en Afrique parce que le sida en Afrique, c'est un drame. Et puis, il y a l'Inde aussi qui commence à être vraiment un domaine où ça va vraiment mal. Et il dit, oui, tu veux dire que tu veux faire ça? Faire le tour du monde. Je dis, oui, c'est ça le reportage. Et il a réussi à me trouver les moyens financiers. Donc je suis parti, parce qu'en 2006, la conférence mondiale du sida avait lieu à Toronto. Alors j'avais vendu l'idée en disant, c'est une bonne façon de préparer nos auditeurs, auditrices à la conférence de Toronto, parce qu'on va leur raconter ça. Et donc je suis parti effectivement au printemps 2006, Californie. De là, je suis allé en Inde. De là, je suis allé au Rwanda. De là, je suis allé à Paris. Puis je suis revenu à Montréal pour faire mon documentaire. Mais ça, c'est une aventure professionnelle, journalistique extraordinaire. Oui, c'était... Il y a peu de gens qui ont cette occasion-là. Le sida en Inde, c'était... l'Inde, d'abord, c'est un pays... Déjà, c'est un choc. Tellement extraordinaire, tellement différent, tellement loin, tellement différent. Bon, il y a ça. Alors, l'Afrique, j'avais choisi le Rwanda parce qu'il y avait eu le génocide en 95, je pense, des génocides 92. Au Rwanda. En tout cas, il y avait eu le génocide. Et donc, je voulais aller voir les deux côtés du génocide. Le génocide sanitaire avec le sida et le génocide qui avait eu lieu. Et effectivement, dans mon ça donne lieu à des moments très difficiles. J'ai rencontré des femmes, alors il y a eu des viols, ça a été horrible, et des femmes qui étaient violées, et les violeurs leur disaient « j'ai pas besoin de te tuer parce que je t'ai donné le sida ». Et j'ai rencontré des femmes qui avaient le sida, qui étaient dans un état de santé horrible, et qui me racontaient ça, en fait, des choses... Bon, on va passer, j'ai quelques détails horribles sur ce qui s'est passé. Donc, il y avait tout ça, mais Radio-Canada avait accepté de financer ça, qui était quand même un projet assez coûteux. Et Yannick Villedieu, dans Le Deuil et la Lumière, vous parlez de ce voyage, vous parlez des conférences auxquelles vous avez assisté. C'est une histoire du sida, donc c'est immense quand même, la somme de matière que vous avez pour ce livre-là. Comment vous avez organisé? Comment vous vous êtes structuré? Parce que de prendre toutes ces informations, il y a un moment où on se dit, par où je commence? Oui, c'est ça. Alors, 2017, donc je suis à la retraite, puis je me dis, j'ai quand même eu, au point de vue professionnel, une aventure incroyable avec l'histoire du sida que j'ai suivie. Je suis allé à je ne sais pas de combien de conférences mondiales. Il y avait lieu tous les ans des conférences mondiales et Radio-Canada m'envoyait en Thaïlande, en Californie, en Italie, en France. En tout cas, c'était vraiment quelque chose de très, très fort. Mais vous êtes devenu un interlocuteur, fait, comme journaliste de ces gens-là, avec votre spécialisation, avec vos connaissances. Et donc, 2017, je pense que je vais raconter ça. Il faut que je raconte ça. Je dis même à ma douce moitié,
Bon, c'était un petit peu exagéré, je lui ai rappelé ça ce matin, elle m'a dit, voyons donc, t'as pas dit ça. Une fois que j'aurai écrit mon histoire du sida, je peux mourir. Parce que... mais elle dit que j'ai pas dit ça, mais moi je pense que je l'ai dit. En tout cas, bref, non, ce que je voulais faire ça. Et là, moi je me suis dit, ah, ça va être simple, me mettre devant mon clavier, devant mon écran d'ordinateur. Je vais prendre mes carnets de notes, mes carnets de reportage, parce que j'ai des carnets de reportage bien organisés depuis des décennies. Je vais prendre les reportages que j'ai faits, je vais réécouter mes reportages radio, puis tac, je vais écrire ça, ça va être vite fait. Et c'était pas ça. Parce qu'un livre, c'est autre chose. D'abord, il fallait trouver une façon d'organiser la matière. Puis je me suis dit, faire une histoire avec, en prenant l'approche chronologique, c'est peut-être pas bête. Donc j'ai dit, il va déjà ça de régler. On va commencer en 81, 82, puis on va se finir en 2021, 22. Le dernier chapitre, c'est sur le parallèle entre la Covid et le sida. Donc j'ai fait ça, puis j'ai dit, ben là ça va être simple, je vais avoir un chapitre là-dessus, clac, ça va être ça. Je vais donner un exemple formidable. Vous avez tous entendu parler du patient zéro, ça revient toujours. Ce agent de bord de Radio-Canada, natif de Québec, qui aurait été la personne qui, au début des années 80, aurait donné le sida aux États-Unis. C'était le... Gaétan Dugas. Gaétan Dugas. Ça a été une histoire horrible parce que il est mort en 84, je pense, et donc en 86, 87, quand un journaliste américain qui s'appelait Randy Shields, qui mourra plus tard du sida lui-même d'ailleurs, va faire son gros livre And the Band Plays On, il va dire, on a trouvé la personne qui a été le premier à amener le sida aux États-Unis, c'est un agent de bord canadien, donc un étranger, donc c'est parfait. C'est toujours plus facile. Les maladies viennent toujours de l'étranger. Hein, le mal de Naples et tout. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, on l'a dénoncé comme étant le patient zéro, et très très vite, on s'est rendu compte que c'était fou, mais c'est resté collé, ça. Et moi, quand je fais mon chapitre sur le patient zéro, que je situe en 1984 ou 85, à sa mort, je me dis, bon, ben, je connais ça, le patient zéro, et là, je me mets à refouiller ça. Et figurez-vous qu'il y a eu des articles scientifiques très, très, très poussés sur ce cas-là jusqu'en 2016, où on a vraiment définitivement enterré l'histoire. Gaétan Dugas n'a pas donné le sida aux Américains. C'est terrible parce qu'il a été diabolisé. Ah oui, ça a été effrayant. Ça a été... alors j'imagine... Pour ses proches, tout ça, ça a été vraiment horrible. Mais c'était pratique d'avoir un méchant. Ah oui, ben oui, évidemment. On avait identifié alors donc, le méchant. C'est un exemple. Ce chapitre-là que je pensais écrire en une demi-journée, ou à peu près, m'a pris beaucoup de temps, beaucoup plus de temps. Et ça a été comme ça pour l'ensemble de... Et à ce jour, est-ce qu'on connaît quelle est l'origine du sida? Est-ce qu'on le sait? Parce qu'on a toujours des suppositions. Et à ce jour, quelle serait l'origine du sida? Je pense que l'affaire est pas mal entendue, est pas mal réglée. La personne, d'ailleurs, qui a fait l'enquête la plus intéressante au point de vue international, c'est un médecin de l'université de Sherbrooke, du CHUS, qui lui-même a enquêté sur place parce qu'il était jeune médecin de brousse au début des années 80, au Zaïre, qui est le Congo belge, l'ex-Congo belge, d'où originent les premiers cas. Il a fait des enquêtes là, dans la médecine militaire française, les archives de la médecine militaire, de la médecine de brousse, etc. Et en gros, le schéma qu'il y a, c'est que le virus du singe, le virus de l'immunodéficience simienne, le SIV, le VIS, virus de l'immunodéficience simienne, est passé chez l'humain. Est passé chez l'humain par accident, et en gros, on appelle ça la thèse du chasseur, en tout cas peu importe, où un chasseur tue un chimpanzé pour la viande, comme ça se faisait, et est en contact avec son sang, et le sang le singe en question a le fameux virus. Le virus s'adapte à l'humain et de là va donner ce qu'il y a.
Et ça se passe en gros, et là, avec toutes sortes de calculs savants et de témoignages, etc., ça se passe en gros autour des années 1910-1920. On sait pas, on n'a pas de date exacte, mais en gros, c'est ça. Le schéma, c'est ça, ça se passe là. Et ça se passe en 1920, il ne se passe rien en 1930, il n'y a pas de sida en 1940, en 1950, en 1960. Qu'est-ce qui va faire le passage, qui va amplifier au fond ça? Et c'est ce qu'explique très bien le docteur de Sherbrooke, dont le nom m'échappe, qui va me revenir, peu importe. C'est un livre formidable. Ce qui va se passer, c'est que probablement au cours des années, des décennies, des siècles même peut-être, c'est arrivé plusieurs fois qu'un chasseur attrapait le virus du singe et il l'avait, et était malade, il donnait à sa femme, ou peut-être à la sœur de sa femme, ou à 2-3 personnes dans le village, mais ça restait dans le village, il n'y avait pas d'amplification, si vous voulez. C'est l'urbanisation aussi qui a eu un impact. Et le grand moment du passage, c'est 1960, les indépendances africaines, où tout à coup une ville comme Kinshasa, qui est une ville fabuleuse, devient une ville où se ramassent beaucoup de travailleurs. Il y avait beaucoup de travailleurs venaient là. Il y avait des mouvements de population énormes qui venaient à Kinshasa. À Kinshasa, en 1950-60, il y avait 9 hommes pour une femme. Et donc, il y avait beaucoup de prostitution dite à bon marché. Et évidemment, on a eu là le moment de l'amplification du virus qui ensuite a pu se communiquer ailleurs, et notamment en Amérique du Nord, via ce qui est très, très plausible aussi, via Haïti, via des coopérants haïtiens, parce qu'il y a eu beaucoup de coopérants haïtiens qui ont été demandés à l'ex-Congo belge à la décolonisation. C'est des gens qui étaient éduqués, qui parlaient français, donc il y a eu beaucoup de coopérants, et peut-être qu'un de ces coopérants-là a attrapé de ce virus, l'a ramené là. Et le virus ensuite a été repris par des Américains, et ça a été, voilà. C'est à peu près ça le schéma, et puis on est pas mal sûr de tout ça. Ce qui rend ce dossier, le dossier du sida aussi complexe, intéressant, c'est que c'est scientifique, c'est sociologique, c'est politique. On parle aussi d'une certaine façon de l'urbanisation à outrance, des conditions climatiques qui changent aussi, de l'exploitation du territoire, parce que c'est ça aussi. Vous abordez dans un de vos chapitres le fait qu'il y a souvent des pandémies qui vont naître de ce contact du passage de l'animal à l'humain. Et ça, bien, le fait qu'on exploite les territoires, qu'il y ait de la déforestation, c'est un lien. Donc, c'est une roue qui tourne. C'est ça. Ça, c'est sûr. Donc, le sida est une zoonose, c'est-à-dire une maladie infectieuse qui passe de l'animal à l'humain. En l'occurrence, le chimpanzé en Afrique centrale dans les années 1920 ou quelque chose comme ça. Et après, ça prend des conditions d'amplification. La COVID, c'est aussi une zoonose. En fait, 80% des nouvelles maladies infectieuses sont des zoonoses. Donc, et c'est sûr que, et on l'a vu notamment dans le cas de la COVID, le fait que, comme humains, on colonise de plus en plus d'espace, qu'on coupe des forêts, qu'on soit en contact de plus en plus avec des espèces animales qui, normalement, ne sont pas en contact avec nous, augmente le risque. Et donc, la COVID a été présentée par beaucoup de personnes comme le résultat du fait qu'on empiète sur des territoires animaux où on rencontre des espèces sauvages, et en l'occurrence les chauves-souris, où il y a combien de centaines ou de milliers d'espèces de chauves-souris qui sont porteuses, c'est des animaux qui évoluent depuis 100 millions d'années, qui sont porteurs d'une quantité phénoménale de virus qui pourraient un jour nous retomber sur le nez, comme ça a été le cas avec la COVID. En tout cas, le fait qu'on soit dans une période de bouleversement de nos écosystèmes explique ce genre de problème-là, le sida étant un exemple précoce, si vous voulez. Vous faites la référence avec la comparaison avec la pandémie de la COVID, et ça me ramène à cette quête du vaccin qui a été faite pour le sida. On n'a pas encore le vaccin contre le sida, mais est-ce que cette quête-là, parce que ça a été
qu'on peut dire une grande quête ou un grand combat que de trouver le vaccin, nous a aidé lorsqu'est venu le temps de créer un vaccin pour la pandémie? Il y a en 2020-2021, il y a un article, je cite dans mon papier, qui dit sur 90 vaccins anti-Covid à l'essai ou en développement, je donne des chiffres, mais c'est de l'ordre de grandeur. 87% de ces vaccins-là sont des héritiers de la recherche du vaccin contre le sida. Ouais. Ça donne une idée. Le sida, dès le début, donc en 83, découverte par les Français, 84, les Américains réannoncent avoir eux-mêmes découvert le virus. Ça donne une histoire une grande chicane. Une chicane fabuleuse. Là aussi, ça m'a pris, ce chapitre-là, sur la chicane Montagnier-Gallo m'a pris des semaines. En tout cas, je pensais que je ferais ça. En 2 heures. Et en 84, donc quand la secrétaire, la ministre de la Santé, secrétaire d'État à la Santé américaine annonce la découverte, dit dans 2 ou 3 ans, nous aurons donc un vaccin. Parce qu'on a toujours fait des vaccins contre toutes les maladies infectieuses. Or, le côté le plus ratoureux, le plus vicieux, le plus diabolique, m'a dit un chercheur du virus du sida, c'est qu'il s'attaque spécifiquement à notre système de défense immunitaire. Il s'attaque au système lui-même. Donc, comment on peut faire un vaccin? Quand on fait un vaccin, on fait appel au système immunitaire, on stimule le système immunitaire, mais là, on fait un vaccin contre une maladie qui tue le système immunitaire. Et c'est ce qui explique que 40 ans plus tard, on cherche encore. On n'a toujours pas de vaccin, parce que c'est une maladie compliquée. Dans le cas de la COVID, on a eu de la chance, c'était une maladie simple, et on a eu des vaccins. Et je raconte dans mon livre un autre moment extraordinaire. La COVID, donc on l'appelle Covid-19 parce que les premiers cas, c'est fin décembre 2019. En fait, c'est 2020 que ça. Le début février 2020 ou fin janvier, peu importe. On est 15 jours après la publication de la séquence génétique du virus de la COVID. 15 jours, 3 semaines. Et la société Moderna produit sa première quantité, j'ai le mot anglais, la première batch, sa première quantité de vaccins anti-Covid. La même semaine, on publie en Afrique du Sud, on arrête le énième essai d'un vaccin contre le sida parce que ça ne marche pas. Et là, ça fait depuis 84, 85 qu'on cherche un vaccin contre le sida. Il y a eu des quantités incroyables d'essais sur des milliers de personnes dans les pays du Sud, dans les pays du Nord. Si on n'a pas trouvé, ce n'est pas parce qu'on n'a pas cherché, c'est parce qu'on ne pouvait pas trouver. Alors, on a 40 ans de recherche sur le virus, sur le sida, ça ne donne rien. 15 jours, on a un vaccin contre la COVID. Et on a un vaccin contre la COVID parce que il n'est pas sorti du chapeau du magicien. Il vient de 30 ans, de plus de 20 ans, 30 ans de recherche fondamentale sur les vaccins à ARN. Donc, tout le monde maintenant connaît l'ARN, c'est formidable, les vaccins à ARN. Et ça, donc, on le fait parce qu'on était prêt à faire ça grâce à la recherche fondamentale qui avait commencé par des gens qui travaillaient sur le virus sur le vaccin du sida. Et c'est fou parce qu'on cherche encore à guérir du sida. Ça s'est fait dans quelques cas, là, ce sont des exceptions, mais ce que je veux dire, c'est qu'on cherche encore à contrôler cette maladie ou à l'éradiquer. Et pourtant, encore aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y en a plus de sida
Chez nous, là, on a l'impression que le sida n'est plus un problème, mais c'est non. pourtant encore un dossier de recherche. Oui, oui. Quand j'ai commencé à lire et j'ai su que j'allais vous rencontrer, je me suis fait la réflexion, ah, c'est vrai, on n'en parle plus beaucoup du sida. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, dans les années 80, 90, tout le monde parlait du sida. Et là, on a l'impression que c'est une maladie qui se traite tellement bien qu'elle est plus aussi mortelle, mais c'est fou. C'est le côté, c'est l'effet pervers d'un succès de la science. 1996, on sort la fameuse trithérapie qui, en gros, transforme l'infection par le VIH en une infection chronique, semblable au diabète, une chose comme ça. Le seul problème, c'est que si vous arrêtez le traitement, le virus repart. Et donc, on est toujours pris avec ça. Mais en même temps, bon, ça se traite bien. Les médicaments, maintenant, au début, en 96, ils prenaient 24 pilules par jour ou à des heures précises. En fait, maintenant, c'est une pilule par jour. Il y a même des traitements maintenant mensuels, je pense, ou trimestriels. Il faudrait parler aux gens du sida, mais c'est plus du tout la même chose. Alors, pour les jeunes, c'est moins important. Je raconte dans mon livre aussi la citation d'un jeune homme. Des jeunes homosexuels, c'est un reportage de 2016-2017 qui disent le sida, c'est une maladie de mon oncle. Ça donne une idée là. Ouais. Le docteur Thomas qui sera ici demain pour une table ronde. Il y a un an, ou même pas un an, quelques mois, mais était découragé, un jeune homme de 20 ans, un jeune homosexuel qui vient le voir, que des maladies. Voilà, il le teste. Il est séropositif à Montréal en 2020, 21, 22, là, je ne sais pas quoi. Et il dit ça au jeune homme qui n'a aucune espèce d'idée de ce dont il parle. C'est hallucinant. Ah oui. Parce qu'effectivement, le sida est dans notre mémoire. On en parle. Ici, je suis sûr que personne n'en a parlé depuis des années. Mais particulièrement chez nous en Occident, mais si on va de l'autre côté, si on va en Afrique, en Asie, c'est une maladie qui n'est pas contenu, si je peux m'exprimer ainsi, de la même façon. Quand mon livre est sorti fin 2021, on était en pleine COVID, et il y a des gens qui m'ont dit « Pourquoi tu écris sur le sida Pourquoi tu n'écris pas sur la COVID ?» J'ai dit « Oh, d'abord, je ne connais pas la COVID. Deuxièmement, je ne trouvais pas ça aussi fascinant que le sida, aussi avec la profondeur qu'on a dite sur le sida, mais surtout, c'est encore une maladie actuelle. Il y a encore, en ce moment, entre 700 000 et 1 million de personnes qui meurent du sida dans le monde par année. Aujourd'hui. C'est énorme. Ouais. Il y a encore 32-34 millions de porteurs du VIH dans le monde. Et ces porteurs-là, quand ils sont au stade où il faut leur donner la trithérapie, ils sont là, ils vont l'avoir toute leur vie. Donc c'est encore une maladie d'aujourd'hui, en plus d'être une aventure scientifique fabuleuse, etc. Est-ce que par exemple pour le continent africain ou pour l'Asie, les médicaments sont aussi accessibles que pour nous? Ben, pas autant, c'est sûr. Hein. Il y a eu quand même des... Ça aussi, c'est une chose magnifique du sida. On a réussi à déclencher un mouvement de solidarité internationale fabuleux avec le sida, grâce essentiellement aux activistes qui bloquaient des conférences, qui faisaient des manifs, qui exigeaient des investissements des gouvernements. Ça a toujours été spectaculaire, hein, le rôle des activistes, mais qui a justement, les activistes ont obligé au fond les gouvernements notamment à agir. Et quand il y a eu la trithérapie en 96, presque immédiatement, pour les gens du Nord qui ont accès à ces médicaments-là, le sida, il y a eu des cas miraculeux, des gens qui étaient sur le point de mourir en fin 95, qui ont eu le médicament début 96, et puis qui, quelques semaines après, étaient sur leurs deux pattes, retournés au travail. Fonctionnels. Oui, c'est ça. Il y avait un journaliste du Wall Street Journal qui avait raconté ça. Il était en train de mourir en 95, et en 96, il dit, voilà, j'avais écrit ma propre... rubrique chronologique pour être publiée, nécrologique pour être publiée dans mon journal, et puis elle n'a pas été publiée parce que je suis sauvé, et ce monsieur-là est mort il y a quelques années d'autres choses, après avoir une retraite longue et fructueuse. Donc
Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Mais tout de suite, on s'est rendu compte que ces médicaments-là coûtaient une fortune, évidemment, 10 000, 20 000 dollars par patient par année. Dans beaucoup de pays africains, l'ensemble du budget de la santé par personne par année, c'est 2-3 dollars. Ça fait que Et là, il y a eu des manifs où les gens ont dit, il y avait un beau slogan, hein, les patients sont dans le sud et les médicaments sont dans le nord. Et là, il y a eu des actions d'activistes qui ont forcé des grandes compagnies pharmaceutiques à réduire leurs prix ou à donner des choses en faisant des manifs, des scandales dans les grandes conférences mondiales. Alors, en 2000, première conférence mondiale du sida, c'était à Durban, en Afrique du Sud. C'est là qu'on dit les patients sont dans le sud, les médicaments sont dans le nord. Donc les activistes manifestent. 2002, 2 ans plus tard, on dit les scientifiques commencent à dire oui, c'est possible, parce qu'au début on disait si on donne les médicaments puis qu'on ne les donne pas vraiment à la bonne heure, il y avait même des choses absolument incroyables. Comment voulez-vous qu'ils prennent ces médicaments-là? Ils n'ont même pas de montre. Ah oui. Vous vous rendez compte un peu de l'histoire. En tout cas, donc là, les scientifiques commencent à dire oui, on peut effectivement donner ces médicaments-là, même dans des ressources très pauvres. Il y avait un médecin fabuleux qui s'appelle Paul Farmer, qui est mort il n'y a pas longtemps, un Américain qui travaillait beaucoup en Haïti, qui a travaillé dans les milieux les plus pauvres en Haïti, les plus démunis, et qui réussissait à faire de la trithérapie tout à fait normalement, et que ça allait très 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 bien. Donc il y a eu une démonstration. Puis en 2004, on avait créé le Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et la malaria. Et on a commencé à passer le chapeau dans les pays, à ramasser des dizaines de milliards de dollars. Et c'était parce qu'il y avait une pression politique, au fond, sur les pays. Quand le Fonds mondial passait le chapeau, les pays devaient donner. Les Américains ont créé leur propre fonds, évidemment, parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Le fonds du président américain, je ne sais pas quoi, mais qui ont donné, il y a eu quand même. Alors, les gens qui ont très vite, enfin, au bout de 10-15 ans, on était à 50%, 40%, 50%, 60% des gens qui avaient besoin des médicaments qui les avaient, mais aujourd'hui encore, on n'est pas à 100% quand même. Est-ce que votre livre a été publié en 2021? Croyez-vous qu'on va voir la fin du sida? C'est le grand... Parce qu'on découvre des choses tous les jours. Même vendredi dernier, dans la presse canadienne, il y avait de nouvelles informations. Donc... Actuellement, le mot d'ordre, c'est un monde sans sida en 2030. Il y a un réseau de villes sans sida qui s'est créé à travers le monde, dont Montréal fait partie, où on dit en 2030, on n'aura plus de sida. San Francisco, qui a été un épicentre du sida, a mis au point des systèmes d'intervention formidables qui font qu'effectivement, on arrive presque à 0 infection, 0 discrimination, 0 décès. Donc, il va y avoir certainement des points, mais le problème fondamental qui reste, c'est qu'on n'arrive pas à guérir le sida. C'est-à-dire que les gens qui ont le virus vont le porter. Tant qu'ils ont des médicaments, ça va. Si on arrête les médicaments, ça ressort. Et ça, ce problème-là est compliqué. Et c'est vraiment le grand défi scientifique. C'est pour ça que ça reste un sujet super intéressant. Le grand défi scientifique, c'est guérir le sida. Le problème, c'est que le virus se cache dans des réservoirs, dans des cellules, dans des endroits du corps où il n'est pas atteint. Et c'est là qu'il reste caché. Et sitôt qu'on enlève la trithérapie, pouf, il ressort. Donc, il y a beaucoup d'équipes de recherche qui travaillent là-dessus. C'est très, très, très compliqué. Il y a des gens à Montréal qui font des choses importantes au niveau mondial, mais ça va être... La science, c'est ça. Peut-être que demain matin, il y a quelqu'un qui va dire « Oups, j'ai trouvé l'idée ». Mais peut-être pas. Est-ce que pour vous, c'est devenu une cause au fil du temps, le sida? Une cause qui vous tient à cœur? Oui, je pense, parce que on peut pas voir ça. Même si j'étais un journaliste scientifique, donc un petit peu en retrait, je regardais surtout les progrès de la science, en immunologie, en machin, en trucs. On ne peut pas être devant une maladie comme ça sans être touché personnellement. Et en plus, le sida a été une maladie sociale
que nous, comme journalistes, j'étais embarqué là-dedans. Donc, à toutes les conférences mondiales du sida, il y avait des manifestations des activistes. Ben, on parle de ça, on se retrouve, on se parle. On a vu des gens mourir. Alors, forcément, oui, c'est une cause. J'ai pas été un militant, j'ai pas pris de pancarte parce que comme journaliste, j'avais normalement une certaine distance à avoir. Mais parce qu'on est humain malgré tout. D'avoir vendu, par exemple, à mes rédacteurs en chef aussi souvent autant de reportages sur le sida, c'était une façon de participer à la cause. Oui. Merci pour le travail que vous avez fait. Cette cause, elle nous tient, vous nous rappelez qu'elle doit nous tenir à cœur à nous aussi. Et si on quitte quelques instants le deuil et la lumière, dont vous allez reparler d'ailleurs au cours de la fin de semaine, j'aimerais qu'on parle d'un livre tout à fait différent, bien que L'Oiseau rare, publié chez Multimonde, livre jeunesse, roman jeunesse que vous avez publié en 2021 aussi, ça a été une année faste. Oui, ça marche. Roman jeunesse, moi je vais paraphraser un autre auteur jeunesse à succès qui disait que ses livres étaient pour les jeunes de 7 à 77 ans. Moi, c'est pour les jeunes de 8 à 88 ans. Bon, vous ratissez encore plus large. Plus large. Non, c'est un livre que des adultes peuvent lire. Bien sûr. Et donc, l'histoire, en gros, l'oiseau rare, c'est un petit oiseau qui naît, une petite merle qui naît, et au lieu d'avoir des plumes, il lui pousse des feuilles. C'est un oiseau à feuilles. Donc, évidemment, ça suscite beaucoup de curiosité au départ, mais bien vite, ça suscite aussi de l'animosité. Quand elle va à l'école, les enfants la bousculent, la chamaillent, lui font du mal, lui font de la peine. C'est un livre sur la différence aussi. Hier, j'étais au Diamant pour voir cette pièce extraordinaire, je ne sais pas si vous avez vu, qui s'appelle Rose et la machine, sur l'autisme. Et donc, c'est un peu ça, hein, c'est un livre sur la différence. Alors, la petite Mélodie, elle s'appelle Mélodie parce que c'est quand même joli pour un merle. Mélodie Merle va devenir, va grandir. Et en même temps qu'elle est bousculée, elle est passionnée aussi par l'apprentissage, par l'école, elle est curieuse. C'est une petite fille vraiment très allumée. Et elle va faire à la fin un grand voyage qui va lui révéler quelque chose, bon, que je ne peux pas vous révéler parce que c'est le punch, qui va le faire. Et donc c'est ça l'idée. Et donc ce livre-là, L'Oiseau à feuilles, j'avais imaginé, quand ma fille était très jeune, j'avais commencé à l'écrire. Et puis quand on fait une émission hebdomadaire, on n'a pas le temps. Et de temps à autre, je reprenais le truc. Et à ma retraite, en 2017, j'ai dit, bon, où je termine cette histoire-là, parce que l'histoire, c'est une bonne histoire, puis le punch est super le fun, où je jette ça à la poubelle. Alors j'ai terminé comme ça, et ça c'est sorti. Et je dois dire qu'il y a une suite qui va sortir à l'automne, qui va s'appeler « À l'école de l'oiseau rare », parce que Mélodie va devenir la maîtresse d'école. C'est elle qui va faire l'école aux enfants, et elle va arriver toutes sortes d'affaires. Et je suis en train d'écrire le 3e volume sur l'oiseau rare va aller rencontrer des oiseaux tropicaux. Alors, donc voilà. C'est intéressant parce que même à travers ce roman jeunesse-là, je trouvais que vous vous révéliez. Parce que, bon, elle est passionnée, elle veut tout apprendre, elle veut tout savoir, elle va faire sa grande migration. Je vous voyais arriver au Québec. C'est drôle, ça m'a vraiment amusée parce que comment on se révèle, je trouvais qu'elle avait bien des parentés avec vous, cette Mélodie Merle, même si vous l'avez peut-être imaginée en pensant à votre fille surtout. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ma fille, pour l'anecdote, donc, quand j'ai fini le livre, il est sorti en 2021, et là, je fais plusieurs interviews, et les journalistes me disaient, alors je racontais ça, j'étais né, ma fille, j'ai fini le livre pour ma fille, et puis les gens disaient, ah oui, quel âge elle a maintenant? Et je dis, elle a 44 ans. Et là, un jour, ma fille m'envoie un courriel, elle me dit un texto, elle me dit, je sais pas quoi, ta fille, 44 ans. Ça va faire. Puis, dans le livre, parce que c'est pour 8 à 88 ans, il y a aussi des références à des écrivains que vous aimez, vous vous êtes fait plaisir. Il y a beaucoup de clins d'œil dans le livre, que je n'ai pas écrit dans le livre, mais il y a une quinzaine de clins d'œil, dont la première phrase. Oui. 2 oiseaux s'aimaient d'amour tendre.
tout le monde pense à Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre, la chanson d'Aznavour, mais ça, en fait, c'est la fable de La Fontaine qui s'appelle Les Deux pigeons et qui commence par Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. Et donc, il y a plein de clins d'œil comme ça, et il y a notamment un clin d'œil à Pierre Morancy, quand donc, il a écrit La lumière des oiseaux. Et donc je dis quelque part, personne ne comprenait c'était quoi. Personne n'avait jamais vu ça, un oiseau avec des feuilles plutôt qu'un oiseau avec des plumes. Et je dis c'est la preuve que personne ne connaît, que tout le monde ne connaît pas ça. Même les poètes qui connaissent bien la lumière des oiseaux, parfois sont ignorants. Pierre Morancy m'a envoyé un petit mot, oui. Il avait trouvé ça très rigolo. Bah oui, bien sûr. Il s'est amusé il avait adoré, en lisant ce livre-là. Enfin, j'aimerais vous remercier. Vous remercier pour ces années où vous nous avez appris bien des choses, éclairées. Vous remercier pour votre générosité aussi. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Ça a été un grand plaisir. Merci infiniment. Beaucoup. Merci. Donc, ça va bientôt être à votre tour avec notre période de questions. Par contre, si vous le permettez, avant de passer à la période de questions, je veux juste vous dire que si on parle aujourd'hui de ce livre, bien sûr, c'est parce qu'il est très intéressant, mais c'est aussi en lien avec la présentation au Trident de la pièce « N'essuie jamais de larmes sans gants ». J'ai toujours eu de la misère avec ce titre-là depuis les années qu'il est sorti. Donc, c'est cette pièce de théâtre qui est tirée de l'œuvre de Jonas Gardel et qui va être présentée au Théâtre du Trident à compter du 7 mars prochain. Et à cette occasion, il va y avoir demain, ici même, une table ronde à 15 heures, donc intitulée « Les tabous à travers l'art et la littérature », à laquelle va participer, bien sûr, Yannick Villedieu, également Régent Thomas, comme vous le mentionnez tout à l'heure, Alexandre Fecteau, Marjorie Champagne, Valérie Lefebvre-Fauché. Je crois savoir qu'il y a un balado aussi qui sera présenté éventuellement, dans lequel on retrouve Marjorie Champagne. Oui. Le théâtre du Trident a fait un balado auquel j'ai participé et qui va être en ligne ces jours-ci, j'imagine. Il faut dire, il y a le metteur en scène donc, va être demain à la conférence. Oui, Alexandre Fecteau. Oui. Et il faut dire que ce livre, d'ailleurs j'ai vu qu'il était en vente là, c'est un des livres moi, qui m'ont le plus bouleversé sur le sida. C'est un livre qui raconte les années sida, les débuts du sida à Stockholm, en Suède, mais surtout à Stockholm, entre 1980 et 1990, 91, 92, donc avant la trithérapie. Sur les 10 personnages principaux du roman, il en reste un vivant en 1992-93. Ça raconte de l'intérieur cette histoire dramatique du sida. Et on le comprend avec ce livre-là. Avec ce roman-là, c'est un gros roman, c'est 800 pages, mais vous allez lire ça comme ça, c'est passionnant. Ça raconte vraiment de l'intérieur cette histoire et on comprend, nous, quand on n'était pas personnellement dans les milieux qui étaient... Parce qu'il y a un aspect très journalistique au roman aussi. Tout à fait extraordinaire, c'est un roman, et qui, comme roman, est construit de façon merveilleuse. Moi, j'ai hâte de voir comment... Dans 800 pages, on va faire une pièce de théâtre au Trident. Je suis sûr que ça va être... C'est une œuvre immense. Ça va être extraordinaire, oui, je suis sûr. Alors, on passe maintenant à la période de questions. Comme l'entrevue est diffusée sur Facebook, je vous demanderai d'attendre que le micro, donc, vous parvienne avant de poser votre question. Et puis, j'ai qu'une chose à vous dire. Faites-vous plaisir, posez toutes les questions que vous voulez à Yannick Villedieu. Il est là. Pour ça, je suis certaine que ça va lui faire très plaisir. Alors, à qui la chance? Qui sera le premier ou la première à poser une question à M. Villedieu? Ah, les gens sont timides. J'ai tout dit. Ben, vous avez tout dit. Ben, moi, je peux commencer, si vous voulez. Alors, j'aimerais savoir... Non, je croyais. D'accord. Allons-y. Tout d'abord, parlez-moi, quand vous avez commencé le livre, donc Le deuil et la lumière, que j'ai trouvé passionnant, vous avez fait part aussi énormément à l'être humain. Oui, il y a les avancées scientifiques, il y a les avancées... médicale, mais il y a l'être humain aussi, parce que vous avez fait des portraits de gens qui ont souffert, mais aussi des gens, des artisans de ces recherches. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que c'est des gens que j'ai rencontrés, que j'ai croisés, puis parce que je trouvais que ça racontait quelque chose sur le sida. Un personnage, moi, qui m'a énormément touché, c'est Jonathan Mann. Jonathan Mann, un médecin américain de santé publique, qui était dans les premiers à faire un laboratoire, à faire de l'action sur le sida
au Zaïre, c'est-à-dire le Congo, l'ex-Congo belge, qui s'appelle maintenant République démocratique du Congo, Kinshasa. Jonathan Mann a travaillé sur le champ et c'est lui qui a monté tout le programme mondial de recherche sur le sida. C'était un homme qui avait... Et c'est lui qui a posé la question du sida en termes de justice et de droits humains, et de façon extraordinaire. Et Jonathan Mann est mort dans l'accident d'avion de la Swissair en 98, je pense, 99. 19, oui. Ouais, c'est ça, ou 98. Donc ça, c'est un personnage, moi, qui m'a marqué profondément. Moi, je l'ai rencontré à de très nombreuses occasions. Parler de Jonathan Mann, c'est important. Parler de Mark Weinberg, c'est des gens qui sont morts. Parler de Mark Weinberg, qui est un médecin de Montréal, montréalais, qui a été parmi de ceux qui ont découvert et développé le 3TC, le médicament découvert à Montréal, développé à Montréal, le médicament anti-sida, qui fait encore aujourd'hui partie de la trithérapie. C'est un médicament, c'est une recherche d'importance. Mark Weinberg qui s'est noyé en Floride il y a quelques années, aussi ça, c'était très touchant. Puis un autre personnage de Québec, Maurice Tourigny, oui. qui a été, que vous avez peut-être connu, il était à New York, correspondant du Devoir à New York. C'est lui qui faisait aussi l'opéra du Métropolitain à la radio de Radio-Canada, etc. Maurice Tourigny, que moi j'ai connu comme copain dans les années dont je parle, les années fabuleuses où on faisait la fête. Maurice Tourigny, bon, qui était homosexuel, qui a vécu son homosexualité de façon très cachée à Québec, dans la vieille ville conservatrice de Québec dans les années 80, on imagine, et qui va à New York, découvre, peut vivre enfin son homosexualité de façon très ouverte, fait la vie de façon disons extrême et meurt du sida aussi en 1999. C'est un personnage, Maurice, dont je me rappelle très bien et qui dit je veux qu'on marque sur ma notice nécrologique, non pas est mort d'une longue maladie, mais est mort du sida. Je veux l'affirmer. C'est un personnage magnifique, Maurice Tourigny. Alors j'ai fait effectivement quelques portraits comme ça parce que je trouvais ça fondamental. Ouais. Ouais. Qui sont les grands oubliés du sida? Les grands oubliés, ça dépend à quel niveau. En termes de recherche, je pense qu'on sait à peu près qui a fait quoi. Bon, quand il y a eu le prix Nobel pour la découverte du virus, il y a un Français qui s'est trouvé un petit peu éliminé de ça, à juste titre. Bon, c'est pas un oublié, mais enfin, c'est un oublié du Nobel. Quand même. Oui, quand même. Parce que le Nobel, il y a 3 personnes au maximum qui ont le Nobel. Et là, il y avait... en tout cas, bref, peu importe. Il n'a pas été nommé alors qu'il aurait pu l'être, mais bon. Donc, mais en sciences, bon, en gros, je pense qu'il n'y a pas de problème. Les grands oubliés, c'est vraiment les pays pauvres, et aujourd'hui, les pays qui... les populations les plus pauvres, les plus démunies, et même encore aujourd'hui chez nous, dans les milieux parallèles, les milieux gays, etc., il y a encore beaucoup de discrimination, beaucoup de... le sida, c'est toujours une maladie, là je mets des gros guillemets, c'est toujours une maladie honteuse. Veut pas, ça reste ça. Ça reste dans nos préjugés, donc peut-être ça, oui. Dans un autre registre, vous avez dit que dans une entrevue que je lisais ou que j'entendais, vous disiez que vous auriez aimé être écrivain. Vous l'avez été d'une certaine façon, mais est-ce que ça a été un combat parce que vous auriez pu autant consacrer votre vie au journalisme écrit qu'à la radio? Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait basculer votre destin de journaliste? Le hasard. Le hasard. Ouais. Donc, quand j'ai publié en 1976 un livre qui s'appelait Demain la santé, qui était un livre... Québec Science m'avait demandé un article et je trouvais qu'il y avait tellement de sujets que ça a fait un livre. Et c'est un livre qui a été très, très discuté à l'époque, très controversé sur la médecine préventive, la médecine curative, etc. Et là, grâce à ça, Radio-Canada m'avait offert de travailler à la télévision, à l'émission de télévision qui s'appelait Science Réalité, qui est devenue Découverte, au fond, l'ancêtre de Découverte. La télévision ne m'a pas plu pour plusieurs raisons. Puis par hasard, on m'a offert de faire la radio. Puis ça, j'ai trouvé que c'était le bonheur. La radio, c'est le média le plus proche du plaisir de l'écrit.
Parce qu'à un moment donné, vous êtes tout seul dans votre salle de montage. Ben, on n'a plus une salle de montage maintenant. Le studio, on se sent protégé d'une Mais tout seul certaine devant façon. son écran Oui. là, pour faire du montage. Donc, c'est un plaisir très, très proche. Mais pendant toutes ces années-là, j'étais à l'actualité où j'écrivais quand même. Quand même. On a une question d'une dame ici. Oui. Si Maëlle, si vous voulez aller juste là, de l'autre côté. Ah, il y a plusieurs places. Bon, parfait. Ah, oui, Monsieur Lebel, je crois. Alors, la dame ici, et par la suite, Monsieur Lebel, le micro viendra à vous. Juste avant, nous vous demandons de faire des interventions brèves et en lien avec le sujet. Et nous vous remercions en avance pour le respect et la bienveillance de vos propos. Merci d'être avec nous. Alors, À merci infiniment. Mon nom est Huguette Thibault, professeure retraitée d'enseignement de la biologie au collégial, initiatrice d'un cours de biologie de la sexualité. Alors, je vous invite à devenir le ministre de l'Éducation et de nous donner votre programme à l'égard de l'éducation à la sexualité. Qu'en dites-vous? Je pense que ça reste une question qu'on soulève souvent et c'est un des chevaux de bataille de Régent Thomas, entre autres. Faites de l'éducation sexuelle de base dans les écoles. Il n'y a pas que le sida d'ailleurs. Les relations hommes-femmes. Et ce qu'on lit souvent, c'est pas très très drôle. Les relations garçon-fille n'ont pas l'air d'être très très, disons, harmonieuses, disons-le comme ça. Et probablement qu'effectivement l'éducation sexuelle serait extrêmement importante, mais on l'a oublié parce que bon, c'est moins. Je sais pas, il y a encore un vieux reste de pudeur, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi faire avec ça, puis il y a tellement de choses à faire à l'école. Ouais. Mais je suis d'accord avec vous. Prochaine question, par ici devant. Maëlle, le micro arrive. C'était pour... Vous aviez une question? Oui, d'accord, parfait. Alors, juste ici, M. Lebel. Ah, ou peut-être de l'autre côté. Alors, merci, M. Villedieu. Vos années-lumière à la radio m'ont fait grandir à la grandeur de l'univers. Ça, c'est parce que j'ai interviewé des astrophysiciens. Ah oui, ben oui. Et Jean-René Roy, qui est ici, qui a été chroniqueur chez nous pendant des années. C'était lui, Monsieur Univers. Et j'en suis venu à conclure, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, M. Villedieu. J'en suis venu à conclure que le plus beau cadeau que nous avons eu comme être humain, le plus beau cadeau que nous avons eu, c'est d'exister pour prendre conscience de cet univers. Parce que si on n'existait pas, on n'aurait pas conscience de cet univers. Oui. Vous me comprenez? Ben, c'est vrai en astrophysique, c'est vrai dans tous les domaines, mais c'est particulièrement vrai dans ce sens-là. Ben là, Jean-René, il faut que tu viennes ici. Non, mais l'univers, c'était un bol à salade avec des petites étoiles collées dessus. C'était pas grand-chose. Et puis tout à coup, c'était plus grand, puis c'était de plus en plus grand, de plus en plus immense. Puis encore aujourd'hui, c'est encore plus immense que c'est immense. Mais je pense que c'est à l'image. Moi, c'est ce qui m'a fasciné dans la science tout le temps, c'est cette capacité de se poser des questions et de découvrir et d'expliquer, de comprendre l'univers et ce qui nous entoure, donc du plus petit au plus grand, au fond, hein, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Je pense que c'est ça le voyage merveilleux de la science, et souvent de la science fondamentale, la science qui sert à rien, mais cette aventure humaine de déchiffrer le monde, de le comprendre, de se poser des questions, d'essayer d'y répondre et d'y répondre souvent quand même s'il reste encore beaucoup de... La science, je dis souvent, c'est une machine à poser des questions et pas seulement à trouver des réponses. Mais cette chose-là, aussi bien en astrophysique qu'en biologie, qu'en microbiologie, qu'en géologie, etc., c'est une aventure extraordinaire. Effectivement. Et c'était ça le bonheur de faire les années-lumière, parce que c'est ce qu'on racontait. On racontait ce plaisir-là et ce défi-là aussi, et cette urgence-là parfois de trouver. Monsieur? Moi, je suis moins connu que M. Lebel. Je me nomme Alain Bélanger. Monsieur Villedieu, durant
40-50 ans de vie intéressée à la science. Quelles sont les avancées technologiques ou scientifiques qui vous ont le plus ébahi ou surpris ou pour lesquels vous êtes le plus heureux? Mais je pense que tout le domaine de l'astrophysique est quand même quelque chose d'extraordinaire. L'univers est devenu plus grand, plus beau, plus étonnant que jamais. Les images de Hubble, par exemple, c'est pas pour rien que tout le monde les a vues. C'est parce que ça nous fascine, même si on comprend pas toujours c'est quoi une galaxie ou un objet dans l'univers qui mesure 500 millions d'années-lumière. Ça veut dire quoi? On peut pas imaginer, mais on ressent un petit peu. Donc ça, je pense que ça a été quelque chose au cours de toutes ces années-là une chose qui m'a vraiment toujours fasciné. Et puis il y a le côté médecine, biologie, forcément, la découverte de fonctionnement, la découverte fondamentale sur les organismes, sur la vie, sur l'organisation de la vie, etc. Ça aussi, c'est quelque chose qui est fascinant parce qu'on le séquençage du génome humain, je me rappelle le premier reportage en 1990 à peu près que je fais, c'est quand on commence à parler de séquencer l'ensemble du génome humain. Et puis la bataille, c'était des scientifiques qui disaient, voyons donc, c'est imbécile, c'est pas possible à faire, c'est trop gros, c'est trop immense. Et puis après tout, il y a 90% ou 95% du génome qui sert à rien, le junk DNA, l'ADN poubelle. Puis de l'autre disaient non, on va tout séquencer, puis on verra bien. D'ailleurs, de toute façon, s'il y a de l'ADN poubelle, ils doivent servir quand même à quelque chose, en tout cas, bref. Donc 90, on est là, puis on voit ça se développer, puis en 2000, 2001, on a la séquence complète du génome humain, c'est extraordinaire. Et puis là, on se dit, là, avec ça, on a le grand livre de la vie, on va pouvoir tout régler la semaine prochaine. Ça ne s'est pas passé. Mais donc, alors ça a été aussi une chose. Puis l'autre grand domaine de fascination, c'est toute la découverte du changement climatique. Je me souviens avoir fait un article dans l'Actualité en 1999 qui disait en gros le changement... Attends, comment c'était le changement climatique, effet de serre ou effet média. Parce qu'à l'époque, il y avait encore une discussion, ça faisait des années qu'on parlait du changement climatique, c'est sûr, mais il y avait une discussion en disant peut-être que les médias en rajoutent, le fait qu'on ait la télévision en continu, RDI et autres, s'il y a une inondation quelque part, vous la voyez 50 fois dans la journée, forcément ça vous marque. Et puis en 2003-2004, je fais un autre article dans l'Actualité en disant oui, ça va mal. Et là, toutes les découvertes scientifiques qui sont faites autour de ça, toutes les rencontres scientifiques, les COP, etc., ça a été quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est 3 domaines qui pouvaient alimenter en masse la curiosité quotidienne des journalistes. Pour les prochaines années, pour vos prochains livres. Yannick Villedieu, merci beaucoup. Je vous invite maintenant à aller le rencontrer. Il y aura une séance de signature. Merci à vous dans la salle pour votre présence. Puis je vous invite à applaudir une dernière fois chaleureusement Yannick Villedieu.